Et donc, c'est le moment où je passe la main à professeur Sam. Merci beaucoup. Merci à tous d'être présents à nouveau là pour cette nouvelle webconf. Alors, peut-être un petit peu moins de monde que d'habitude donc en cette fin d'année scolaire, mais on a décidé de faire quand même la webconf habituelle. Alors, trois thématiques pour aujourd'hui. Donc, une première sur les actions du CAPS, avec deux actions un petit peu phares, le Nutrition Day et puis une action enquête sur la contention. Ensuite, on passera la parole sur les actualités qui ne sont pas très chaudes, mais néanmoins, je dirais, quand même d'avoir une idée du calendrier qui s'en vient avec Gaël Durel. Et puis, ça permettra aussi que vous posiez des questions éventuellement sur des actualités que vous attendez peut-être et qui sont peut-être en attente. Et puis, enfin, on terminera avec Jean-Marc Chaplin sur les aspects pneumocoque et zona en EHPAD. Voilà, donc je vous passe la parole au CAPS pour nous présenter donc l'action Nutrition Day et puis ensuite l'action contention. Oui, donc bonjour, moi je suis Cathy du CAPS Bretagne, je suis assistante et je suis en appui sur l'axe nutrition alimentation auprès d'Estelle Borriès qui est diététicienne au CAPS, qui peut pas être là aujourd'hui et c'est pour ça que c'est moi qui vous présente l'action Nutrition Day. Donc Nutrition Day, en fait, c'est une action d'évaluation pour permettre de travailler sur la dénutrition. Donc au CAPS, on proposait déjà depuis 2 ans une enquête de prévalence aux différents établissements avec des outils qu'on avait construits. Et là, cette année, on a décidé de s'associer au Nutrition Day, qui est une initiative européenne, donc avec des outils qui sont mis à disposition des établissements, avec une enquête qui devra être réalisée au moment de la semaine de la dénutrition, le 13 novembre en l'occurrence. Je vous propose de vous partager une petite vidéo qu'on avait enregistrée il y a quelques mois, avec notamment l'intervention de Diana Cardenas, qui est coordinatrice en France du Nutrition Day, le professeur Somme, qui intervient également, et Estelle Borriès, donc la diététicienne du CAPS. Donc, je vous la partage. D'avance, désolée pour la qualité si ça saccade un peu parce qu'on a fait des tests tout à l'heure et a priori, il y a des petits soucis de réseau, mais j'espère que ce sera audible. Donc, je vous partage mon écran. C'est OK, Thomas, on voit? Et c'est parti. Bonjour, je suis Diana Cardenas, je suis la coordinatrice de l'étude Nutrition Day en France et pour moi, c'est un véritable plaisir de vous inviter à participer à la Nutrition Day dans les EHPAD. Nutrition Day est une étude multicentrique internationale organisée par les sociétés européennes ESPEN et l'Université de Vienne en Autriche. Nutrition Day a deux buts principaux. D'une part, connaître la prévalence, le pourcentage de dénutrition ou des risques de dénutrition chez les résidents dans les EHPAD, et d'une autre part, de connaître les soins nutritionnels, comment on traite la dénutrition dans les EHPAD. Je vous invite donc tous très nombreux à participer. C'est très facile, c'est gratuit. Il suffit de vous inscrire sur le site Nutrition Day France et vous pouvez participer. Merci. Bonjour, je m'appelle Dominique Somme, je suis professeur de gériatrie à la faculté de médecine de l'Université de Rennes. Je suis gériatre au CHU et j'ai notamment un EHPAD à l'intérieur de mon service. Et depuis longtemps, nous nous intéressons au CHU de Rennes à la question du bien-être des personnes qui vivent en EHPAD. Et ça nous a amené à nous intéresser à la question de la nutrition, parce que la nutrition, c'est un élément capital du bien-être. Et que la nutrition, c'est pas seulement une question de nutriments, c'est aussi une question d'alimentation, et donc de circuit de l'alimentation, de connexion de l'EHPAD avec le reste du monde.
et aussi de plaisir. Le plaisir de manger, le plaisir de voir, le plaisir de sentir des aliments qui peuvent nous plaire. Et donc, cette question, elle est assez centrale pour les habitants des EHPAD. Et c'est pourquoi j'encourage vraiment à ce que toute personne intéressée puisse participer au Nutrition Day. Ça me paraît intéressant d'avoir des données internationales. Et puis, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on ne fait pas assez de recherche en EHPAD ou qu'on n'arrive jamais à faire de la recherche en EHPAD. Donc, ça serait bien aussi de pouvoir, pour une fois, avoir des vraies données sur les personnes dont on s'occupe. Et du coup, de pouvoir faire progresser la manière dont on peut aussi lutter contre la dénutrition dans tous les endroits, y compris dans les EHPAD. Je vous remercie. Bonjour, je suis Estelle Borriès, diététicienne au CAPS Bretagne, structure régionale d'appui qui vous accompagne dans l'amélioration de vos pratiques. Comme chaque année, nous sommes à vos côtés pour favoriser une meilleure connaissance et prise en charge de la dénutrition. En 2023 et 2024, vous avez été nombreux à participer à notre enquête régionale de prévalence. Un grand merci. Cette année, nous élargissons notre action en soutenant pleinement le Nutrition Day, initiative internationale reconnue qui aura lieu le 13 novembre, juste avant la Semaine nationale de lutte contre la dénutrition. Pourquoi y participer ? Parce que la dénutrition est une maladie grave qui peut entraîner le décès, pour valoriser votre engagement en matière de qualité des soins, pour mobiliser vos équipes autour de cette thématique fondamentale et pour vous intégrer dans un projet international. On le sait, cela demande du temps et votre temps est précieux. Mais c'est aussi un moment clé pour réfléchir, se comparer et progresser collectivement. Alors, rendez-vous le 13 novembre. Donc voilà la petite vidéo que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Je vais également vous partager rapidement et on mettra le lien dans le chat, la page du site internet. Alors attendez, je ne l'ai plus. Tu l'as Thomas ou ce que j'ai fermé? Attendez, je vais vous l'ouvrir. Enfin, je vais vous partager du coup cette page du site internet sur lequel vous retrouvez l'ensemble des éléments. Donc la vidéo et vous avez également le webinaire de présentation du Nutrition Day, donc avec Diana Cardenas également, qui explique vraiment comment s'inscrire, qui explique les différents éléments à renseigner dans le cadre de cette enquête. Donc vraiment, tout est détaillé ici, les liens pour s'inscrire, chaque document de recueil. Et vous avez également, on vous a mis justement ces fameux documents de recueil. Donc en fait, vous avez 3 documents. Un document qui est plus un questionnaire établissement, un autre qui va être un questionnaire patient-résident, donc à remplir pour chaque patient, chaque résident que vous allez inclure dans l'étude. Et puis, il y a un autre questionnaire un peu à distance pour voir après 6 mois, en fait, au niveau des patients que vous avez inclus, quelle évolution. Donc vraiment, la lecture du webinaire vous explique l'intégralité des choses. Alors, il y a juste un petit bémol, l'information. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez déjà eu via effectivement le webinaire qu'on a déjà organisé. Les inscriptions au Nutrition Day, c'est jusqu'à la fin du mois. Donc, on arrive quand même au bout, en sachant que Diana Cardenas avait précisé que voilà, s'il y a des inscriptions sur les premières semaines de juillet, elles seront prises, bien sûr. Voilà, je crois que c'est tout sur ce point-là. Et donc, il faut prendre le temps de regarder un tout petit peu ces documents pour savoir si on aura le temps le 13 novembre de les remplir, à la fois pour l'établissement et pour tous les patients dénutris. Savoir si on a les moyens d'avoir des ressources ce jour-là pour faire ça.
Vous avez vu que ça se passe aussi dans d'autres endroits qu'en EHPAD. Le même jour, en Europe, Nutrition Day, ce n'est pas seulement les EHPAD. Voilà, la question, c'est aussi d'avoir des points de comparaison sur les EHPAD. Voilà, donc ouais, il ne nous reste plus grand temps pour se lancer, mais je pense que vous avez aussi à peu près tout ce qu'il faut pour le savoir ou pas. C'est-à-dire, enfin, vraiment, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'il y aura des ressources le 13 novembre. Alors ça, c'est toujours un peu difficile de le savoir à l'avance, mais voilà, on peut aussi se bloquer un petit peu ce jour-là pour essayer d'avoir un peu plus de capacité à faire pour essayer d'avoir des données françaises et de participer à cette initiative européenne tellement importante pour la santé des résidents d'EHPAD. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette partie-là? On est peu nombreux, donc n'hésitez pas à interpeller directement les uns et les autres, sans forcément passer par le chat, si vous le souhaitez. Bon, je crois qu'on va pouvoir passer à la partie. Oui, je vais juste dire que en EHPAD, il y a trois moments pour lesquels donc la- l'évaluation nutrition revêt une importance majeure. Bien sûr, c'est moi la coupe pathos, puisque vous avez des cotations T2 pathos, 350 points dans le pathos qui vont valoriser le travail que vous faites. Le deuxième élément à l'entrée de la personne, c'est le moment de pouvoir évaluer en même temps que ses désirs, ses besoins, ses habitudes alimentaires, quel en est le risque, de telle manière à ne pas retarder une prise en charge. On sait que si vous retardez, vous aurez beaucoup plus de mal à pouvoir récupérer un état nutritionnel. Et le troisième élément, c'est quand on est donc avec une repérage de dénutrition et qu'on parle parfois d'alimentation plaisir et qu'on voit encore des CNO de prescrits. Est-ce que vraiment donc, on a un intérêt et la réflexion éthique doit se poser par rapport à ça? Et c'est vrai que fausse route de dénutrition, déficit immunitaire, tout étant lié, nos résidents donc, sont les plus marqués par rapport à ça. Et les études, donc, comme on nous dit, 30% de prévalence, mais je pense que, comme vient de le dire le professeur Somme, ça me semble important qu'on ait des chiffres validés au niveau de nos EHPAD et qu'on ne reste pas avec des éléments un peu vagues qui font que donc on a l'impression que soit ils sont tous dénutris et on n'a rien à faire, soit ça ne concerne que certaines personnes particulières, donc avec un risque identifié hospitalier, et qu'on a parfois tendance à oublier qu'on peut continuer à se dénutrir en EHPAD, qu'on a beaucoup de personnes qui rentrent avec des tas de nutrition catastrophique, avec des troubles cognitifs qui font que dans les semaines qui précèdent leur entrée, ils ont oublié de manger, donc, et c'est vraiment la réalité. Et donc, dès qu'on met de la recherche, je pense qu'on pourrait améliorer encore de manière plus importante les recommandations que l'on pourra être amené à donner et sensibiliser les équipes sur la pesée, parce qu'on vient voir que forcément la pesée mensuelle est un élément majeur et que si on montre aux aides-soignantes l'intérêt de le faire en continu, donc ça ne pourra qu'améliorer la qualité de notre accompagnement auprès des résidents. Merci. Je peux y aller? Oui. Bonjour à tous, Brigitte Armand, je suis chargée de mission au CAPS sur le secteur médico-social personnes âgées. Je voulais juste vous relayer l'information sur le fait que le CAPS va vous proposer une campagne d'évaluation des pratiques professionnelles de contention physique chez la personne âgée en EHPAD et en USLD. Et qu'on vous propose un webinaire de présentation le 29 septembre de 13h à 14h pour en fait vous parler de cette campagne d'évaluation et les modalités pratiques d'inscription à cette campagne. Donc, je vous mettrai dans le chat, je vais vous mettre le lien vers le site CAPS pour si vous souhaitez avoir des informations complémentaires. Merci Thomas. Bonne journée à tous. Autre question particulièrement importante, Gaël, tu soulignais les aspects éthiques pour l'alimentation. Je pense qu'on sera d'accord qu'il y a aussi d'autres aspects éthiques qui se posent également sur cette question-là. Tout à fait. Tu n'as pas ton micro, je te vois parler.
Je disais que donc, je circule dans les EHPAD du Grand Ouest et je constate des pratiques tellement différentes selon la sensibilisation des équipes. J'ai un EHPAD que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. On est à 60% de double barrière au sein de l'EHPAD. Et on se dit que donc, la réflexion n'a pas dû être menée en amont, que tous les personnels formés au niveau hospitalier, je suis désolé Dominique, mais c'est quand même souvent le cas, donc s'ils ne sont pas passés en gériatrie, donc on va avoir l'habitude de dire bonsoir à la personne en relevant les deux barrières, sans se poser la question de l'indication, et que les questionnements donc, sont systématiques, et comme on te voit trop souvent, c'est à la demande de la personne ou à la demande de la famille, donc quelle est l'autonomie que l'on préserve et quels sont les risques que l'on a mesurés donc, au quotidien. Je pense que cette sensibilisation est majeure, à la fois sur le plan éthique, mais sur le plan de la qualité de vie de la personne et sur le plan des risques que l'on prend. On sait tous qu'on augmente le nombre de fractures graves avec une contention, même si on diminue le nombre total de chutes pour ces personnes-là de leur vie. Mais il n'y a pas que la contention double barrière, il y a toutes les autres contentions qui également sont mises en place sans réflexion éthique préalable. Et je pense que c'est vraiment un domaine majeur. J'ai toujours des familles qui me disent je ne peux pas imaginer de voir maman mourir entre deux barrières. Donc, et puis d'autres, je ne peux pas imaginer maman de voir une nouvelle chute avec une nouvelle fracture. Et qu'entre les deux, donc, la double barrière n'est pas la solution. Donc, merci pour cette initiative. Et donc, je pense qu'on sera nombreux à pouvoir participer à ce webinaire et puis mettre en place des stratégies au sein de nos EHPAD. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions ni d'intervention, je passe la parole. Je te passe la parole du coup, Gaël. Donc, donc, actualité, il y a les deux actualités relatives. Donc, on en avait déjà parlé lors du dernier webinaire. C'est l'attente du décret médecin coordonnateur et IDEC donc, on avait rencontré à UMCOR les responsables des DGCS au mois d'avril et qui nous promettaient qu'on l'aurait pour le printemps. Depuis 4 jours, on est déjà en été donc, et on ne voit rien paraître. Donc c'est quand même important parce que ça va définir les règles de répartition des tâches entre IDEC et médecins coordonnateurs. Donc la manière donc, de pouvoir donner une vraie responsabilité aux IDEC. Elle l'attendait et je pense que c'est important qu'on puisse regarder à partir de ce décret-là que l'IDEC, elle n'est pas uniquement là pour faire des plannings, mais qu'elle a un véritable rôle donc, de coordination des équipes, de mise en place au quotidien du plan de soins et d'un travail en trinôme direction médicaux et IDEC. Donc, euh, à moins d'un nouveau gouvernement donc, pendant l'été, je pense que le décret devrait paraître donc, dans les semaines qui viennent. Et donc, soyez très vigilants donc sur la manière dont il serait présenté aux équipes. Et puis, le deuxième point, c'est juste une allusion sur la loi fin de vie. Donc, qui a adopté première lecture à l'Assemblée. Donc, je participais la semaine dernière au congrès de la SFAP avec la présence de Madame Vautrin, qui, en conclusion, nous disait si c'est une mauvaise loi, ben, donc il faudra en faire une nouvelle qui sera meilleure. Donc, c'est un cynisme un peu surprenant. Et je pense qu'on peut commencer à sensibiliser les équipes sur le fait que d'une loi qui nous est présentée comme extrêmement stricte, donc des critères d'application parfaitement verrouillés, c'est comme ça que Madame Vautrin nous l'a encore présenté la semaine dernière. Quand on regarde pathologie donc évoluer donc en phase avancée avec douleur présente au moment de l'interrogation de la personne, donc si on regarde les critères tels qu'ils sont écrits et qu'ils ont été votés, c'est 100 000 résidents d'EHPAD qui peuvent être concernés, atteints d'une maladie neurodégénérative incurable à une phase évoluée, et ayant une douleur physique ou psychique et ne supportant pas la situation de dépendance auquel ils sont confrontés. Donc c'est sans que ces personnes fassent la demande, les familles vont nous interroger. Et on en parlait il y a quelque temps avec le professeur Vincent Morel qui nous disait donc attendez-vous demain, lorsque Ouest France publiera la loi sur l'euthanasie est votée, à ce qu'on ait des réflexions au niveau des équipes, des familles, et qu'on se prépare déjà à accompagner celle-ci dans une démarche éthique
Donc, l'EREB est là pour nous aider également à mettre en place des comités d'éthique, des réflexions au sein de nos établissements et de se préparer aux argumentaires qu'on va pouvoir tenir. Euh, donc, le cynisme économique est aussi présent dans certains discours et les familles qui nous disent bon, ça commence à coûter cher, est-ce que ça a encore un intérêt de laisser maman en EHPAD donc, alors qu'on ne lui fait plus rien, quoi. Voilà, je pense qu'on ne peut pas être donc sans se poser des questions, sans se positionner et sans avoir une réflexion majeure dans les semaines qui vont venir, même si en effet on nous dit que le Sénat peut tout changer au mois d'octobre, la navette pourra de nouveau réintroduire des éléments auxquels on n'aura pas été vigilant. Ouais, merci Gaël de cette incitation à la réflexion. Je pense qu'effectivement, c'est important d'évoquer la question. Alors, c'est toujours un peu délicat parce il y a des effets de majorité qui font qu'on n'a pas toujours envie de prendre la parole quand on a une opinion minoritaire dans un groupe. Mais en tout cas, je pense que toutes les expressions peuvent être entendues et je pense que ça peut être intéressant, au contraire, d'échanger sur toute forme de, de débat et de ne pas bloquer justement trop les échanges sur des positions, je dirais, qui ne permettent pas le dialogue. Bon, c'est ma position, en tout cas, d'essayer de rester vigilant à ce que on puisse continuer à se parler, même quand on n'est pas d'accord, parce que sinon, en fait, les textes qui sortent sont encore plus brutaux, a priori, que quand on a une possibilité de dialogue. Juste pour compléter, dire qu'on avait fait une enquête nationale MCOR qui montrait que 50% des soignants ne connaissaient pas la loi Claes-Leonetti et pensaient qu'elle ne s'appliquait pas aux résidents d'EHPAD. Et que donc on a fêté les 25 ans de la loi Leonetti donc cette année. La première chose qui est dans cette loi-là, c'est la lutte contre l'obstination déraisonnable et qu'on peut également, donc en EHPAD, de la limitation de soins, donc les fiches anticipées avec les HAD, les fiches SAMU-PALIA, sont des moments de réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'obstination déraisonnable. Et 25% de nos décès surviennent aux urgences, et dans ces 25% de décès, il y en a également plus d'un quart qui vont survenir dans les 24 heures qui suivent l'admission. Et on peut se demander, est-ce qu'on n'a pas été dans une réflexion, dans un manque d'anticipation sur la manière dont on aurait pu accompagner au mieux nos résidents. Et je pense que au-delà en effet de ce que vient de dire le professeur Somme sur cette réflexion, que chacun peut apporter sa propre conviction, donc on a pour moi une nécessité d'anticiper auprès de nos résidents. Derniers entrants, premiers sortants, c'est ce qu'on constate de plus en plus. Espérance de vie de 18 mois dans nos EHPAD. On pourrait être accusé de ne pas avoir réfléchi sur l'intérêt de poursuivre certains traitements. Et je ne parle pas des anticholestérolémiques où il y a des IPP qu'on voit encore prescrits, mais il y a parfois des chimiothérapies, des radiothérapies, des décisions chirurgicales qui sont prises sans qu'on ait vraiment une réflexion éthique préalable. Et qu'on ne s'étonne pas à ce moment-là d'avoir, en effet, de manière brutale, des retours de boomerang de certaines personnes qui vont estimer qu'on n'a pas apporté les soins requis à la personne parce qu'on n'avait pas anticipé dans la décision éthique. Merci. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur ce sujet? En l'absence de prise de parole, je vais passer maintenant la parole du coup à Jean-Marc Chaplin. J'espère qu'il est arrivé. Je crois qu'il devait arriver entre 12h45 et 13h. Il est là, il est là. D'accord. Caméra micro coupé, mais ouais, ça y est. Voilà. Je suis là. Je suis arrivé presque à l'heure, hein. Ah bon, excuse-moi. Mais j'avais vu ton message, donc je savais que tu... Voilà, bah, écoute, je te passe la parole. On avait Ouais, bah oui. décidé de parler un peu pneumocoque et zona. Là. Ouais, c'est ça. J'ai fait plutôt vaccination. J'espère que c'était un peu la commande. Mais on va bien sûr parler un peu pathologie. Alors, je vais avoir
peux peut-être partager. Il fait quelques diapositives. Du coup, j'ai un peu de temps là. Je peux. Oui, oui, tu as, une vingtaine de minutes, pas de problème, 25 minutes, 20 minutes plus 5 minutes de questions-réponses. Donc là, je peux partager, là, je crois, hein, c'est ça? Ouais, Normalement. c'est bon. Faut peut-être que je l'ouvre d'abord. Euh, euh, Pendant que tu l'ouvres, ça me permet de prendre la parole pour juste un point d'actualité régionale. Actuellement, au CHU de Rennes, il y a une grosse difficulté aux urgences du CHU, hein. Il y a un afflux assez important de patients. Savoir que les services d'urgence du territoire ont tendance aussi à être en grande difficulté pour couvrir l'été. Donc, il va y avoir aussi une grosse difficulté cet été sur les afflux aux urgences du CHU, hein. Voilà, donc ayez en tête cette difficulté. Ça n'a pas d'autre influence que de l'avoir en tête, mais actuellement, on a cette grosse difficulté à trouver aussi des lits d'aval, hein, à l'intérieur du CHU. Voilà, maintenant, on voit ton diaporama, Jean-Marc. Ouais, c'est ça, ouais. Justement, pour éviter les hospitalisations, je vais vous proposer un des moyens possibles. Donc, on était plutôt parti sur le pneumocoque et zona. Je pense que ce serait intéressant, peut-être qu'on fasse VRS, grippe, Covid et peut-être encore un petit coup de pneumocoque avant la saison, euh, automnale et hivernale. Mais en tout cas, là, on peut effectivement déjà parler de ces deux nouveautés. Alors, c'est vrai que ça a pas mal bougé ces dernières années sur le calendrier vaccinal. On a effectivement eu quelques nouveautés. Donc, pneumocoque, là, on va en parler. Il y a eu le VRS, donc je peux éventuellement vous parler sur une prochaine webconférence. J'aime bien rappeler parce qu'on a aussi des enfants parfois qui ont l'âge. Donc, il y a aussi une nouveauté de rattrapage vaccinal pour le méningocoque chez les 11-24 ans. Je vous renvoie à l'épisode de cluster de méningite B dans une école de commerce à Rennes qui avait suscité beaucoup d'émoi, avec un deuxième cluster qui n'était pas épidémiologiquement lié, donc avec une circulation de la souche de méningocoque B en population générale sur le territoire de Rennes. Donc ça, voilà, c'est toujours intéressant. Quand ça arrive, ça amène beaucoup d'inquiétudes tout à fait justifiées devant la gravité de la maladie. Mais ne pas oublier qu'on a aussi les moyens de les prévenir. Donc le rattrapage chez les 11-24 ans, pour les parents qui m'écoutent, c'est aussi important à rappeler. La coqueluche aussi sur la vaccination de l'entourage, là aussi, ce n'est pas directement concerné. Mais il y a quand même eu plus de 40 décès l'année dernière, surtout avec 20 nourrissons, en fait, sur une recrudescence de la coqueluche l'été. Donc, là aussi, pour les parents ou pour les proches d'enfants, de nouveau-nés, c'est toujours important. Et puis enfin, le Zona, le nouveau vaccin conjugué, dont on va voir qu'il est quand même beaucoup plus intéressant que le précédent, qui était pas très pratique à l'usage. Donc, on va s'intéresser là au pneumocoque et au Zona. On va commencer, c'est comme d'habitude, hein, je ne sais pas si un jour il faudra qu'on change un peu de moyen de communication. Alors, je sais que je prêche quand même des convaincus, mais voilà, on a encore et toujours un certain nombre d'alertes, de sensibilisation sur le fait que les personnes au-delà de 65, 70, 80 ans sont assez peu vaccinées. Donc là, je vous ai remis le communiqué de l'Académie nationale de médecine de début d'année qui voilà, essaye aussi de prendre sa part sur la sensibilisation de l'ensemble des acteurs pour augmenter cette couverture vaccinale en argumentant sur
sur les maladies, bien sûr, plus fréquentes, plus graves, hein, des recours à l'hospitalisation plus importantes, qui sont aussi en partie liées aux décompensations des comorbidités chez des maladies qui peuvent être bénignes sur des personnes plus jeunes. Et puis des conséquences fonctionnelles, on oublie un petit peu hein, de le dire, mais les retours de sortie d'hospitalisation sont des hospitalisations prolongées. On en a parlé tout à l'heure, hein, notamment sur de la dénutrition, peut aussi avoir des effets à moyen terme. Et puis sur une couverture vaccinale qui est largement insuffisante, hein, tant pour la grippe, hein, un peu plus de la moitié de la population, le Covid on est descendu à 30%, le pneumocoque 5%, et le zona 4. Et puis rappeler aussi pour la grippe que près de 80% des personnes hospitalisées en animation cette année pour grippe sévère, pendant la première semaine de janvier, n'étaient pas vaccinées contre la grippe. Donc voilà, ça laisse toujours un peu songeur de voir ces chiffres-là, mais c'est la réalité. Pourtant, pour un geste qui paraît quand même relativement simple et bénin, même s'il ne faut pas en négliger les complications. Alors, le pneumocoque, donc voilà, toujours des chiffres. Je pense que la communication dans la vaccination, elle est aussi beaucoup basée sur la peur. Donc, voilà, je ne déroge pas à ça. C'est vrai que c'est une maladie qui est en augmentation. C'est lié à une bactérie qui a un tropisme particulier pour l'arbre respiratoire, broncho-respiratoire, et donc qui va donner des infections essentiellement respiratoires. Il peut donner des infections type méningée, mais chez les plus petits, notamment chez les nouveau-nés nourrissons. Mais en tout cas, à l'âge adulte, c'est plutôt le tableau de l'infection respiratoire qui prédomine, avec une augmentation depuis la COVID-19, dont je ne saurais trop expliquer les causes, mais en tout cas, on a cette augmentation de l'incidence de la pneumocoque. Alors, on les appelle les infections invasives à pneumocoque, puisqu'elles peuvent revêtir, elles peuvent être aussi responsables de bactériémie, c'est-à-dire de circulation de bactéries dans le sang, et pas seulement à point de départ bronchopulmonaire. Donc, tout ça, on les a regroupés dans un terme un peu plus global d'infection invasive à pneumocoque. Alors, quand on regarde un peu plus près les personnes touchées, bon voilà, hein, ce n'est pas une surprise non plus, hein, c'est une maladie qui va être plus fréquente chez les personnes plus âgées. Et notamment, vous voyez sur la courbe à droite, enfin sur l'histogramme, hein, donc une fréquence accrue. Alors, une première pic de fréquence plutôt chez les nourrissons. Et puis après, un deuxième pic de fréquence au-delà de 60 ans, qui va être effectivement pourvoyeuse de formes plus graves. Et puis, vous voyez que l'incidence en EHPAD hein, est 10 fois plus élevée que chez les patients du même âge vivant à domicile, mais pas à comorbidité équivalente, bien évidemment. Juste, excuse-moi, Jean-Marc, mais dans ta figure, du coup, il y a moins de gens en 2022 qu'en 2017 qui ont une infection invasive à pneumocoque, ou je comprends mal? Sur le graphe de gauche, Ouais, c'est un taux d'incidence. Oui, ça décrit plutôt l'augmentation après la crise Covid. d'accord, mais il Effectivement, y a eu une diminution avant et on ne sait pas. ouais, c'est ça. Ouais, et ça réaugmente. Ok. ouais, tout à fait. Ouais, disons qu'on a une réascension depuis Mm. effectivement la crise Covid, puisqu'on voit que les courbes, hein, effectivement, on est encore en dessous des courbes des chiffres de 2017, mais on les rejoint en fait. Ok, merci. Donc on parle de fardeau hein, de plus en plus d'une maladie, hein, alors qu'elle soit infectieuse ou pas, hein, mais voilà, quel va être finalement l'impact de cette maladie chez les patients. Donc on l'a vu effectivement, on va les trouver de façon plus fréquente chez les patients au-delà de 65 ans. On a effectivement un quart de ces populations au-delà de 65 ans avec une pneumonie à pneumocoque qui va nécessiter des soins de réanimation et puis avec des délais d'hospitalisation qui vont être prolongés, un déclin fonctionnel plus important. Et puis, bien évidemment, une mortalité qui va être accrue chez les personnes au-delà de 80, enfin qui augmente avec l'âge. Et c'est ça qui était intéressant et qui a vraiment concouru
au rapport de la HAS qui a proposé l'élargissement de la vaccination contre le pneumocoque à l'ensemble de la population au-delà de 65 ans, c'est bien que l'âge est un facteur clé quasiment indépendant des autres comorbidités comme facteur aggravant une pneumonie à pneumocoque. Et ça, c'est des études qui l'ont bien montré. C'est ce qui a aussi justifié le fait qu'on élargisse aujourd'hui maintenant la vaccination au pneumocoque à cette tranche d'âge. Donc, on a les 2 tiers des patients dans les études au-delà de 65 ans qui ont au moins une comorbidité, mais aussi on a un certain nombre de patients qui ne vont pas avoir du tout de comorbidité et donc de fait qui ne rentraient pas dans les indications vaccinales antérieures et qui échappaient au programme à la prévention par la vaccination. Donc ça, c'était une donnée importante. Et vous voyez que dans 18% des infections invasives à pneumocoque, hein, on avait donc ces adultes au-delà de 65 ans qui n'avaient pas de comorbidité. La dernière raison qui a fait proposer l'élargissement de cette vaccination, c'est que 90% des personnes qui avaient présenté cette infection n'étaient bien sûr pas vaccinées, mais avaient vu un médecin dans l'année. Donc, on peut considérer que ça constitue une opportunité pour ces patients d'être vaccinés à partir du moment où ils rencontrent un professionnel de santé dans les mois qui précèdent la survenue de la maladie. Donc voilà, donc je vous ai mis une fiche en pratique. Donc le vaccin disponible en France, c'est le Prevnar 20, 20 parce qu'il a 20, je ne vous ai pas fait le détail, mais il y a différentes sérotypes du pneumocoque, hein, il y en a plus d'une centaine, mais on sait qu'il n'y en a qu'un certain nombre qui sont les plus fréquents et c'est ceux-là qui sont regroupés. Donc il y en a 20 qui ont été regroupés pour fabriquer le vaccin Prevnar. C'est un vaccin altruiste. Moi, j'aime bien cette expression. Enfin, elle est entre guillemets parce que tous les vaccins finalement sont altruistes. Mais là, l'altruisme, il est dans le sens où c'est un vaccin qui agit aussi sur le portage. C'est-à-dire qu'on peut avoir le pneumocoque dans les narines, dans les voies aériennes, mais sans pour autant être malade. En revanche, on peut le transmettre. Et le vaccin, justement, permet de traiter le portage asymptomatique de cette bactérie. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on dit qu'il est altruiste. Donc, il protège contre la maladie et il se débarrasse aussi du portage, au même titre, comme le vaccin, par exemple, contre les méningites, il a la même action. Donc, les indications, c'est les personnes âgées de 65 ans, non antérieurement vaccinées contre le pneumocoque. On met une dose unique, sans limite d'âge supérieur. On peut y aller, il n'y a aucun problème. On a sur les patients qui ont eu des schémas antérieurs par Pneumovax ou Prevnar, ou à l'inverse, on donne une dose unique. Il faut attendre 1 an après le dernier vaccin contre le pneumocoque anciennement utilisé. Et puis sur la séquence Prevnar Pneumovax, quand c'est inversé, sur ces schémas vaccinaux, il faut attendre 5 ans pour avoir une dose unique de Prevnar après l'injection de Pneumovax. Tout ceci est en partie lié à l'immunogénicité des vaccins qui peut être antagoniste entre les vaccins Pneumovax et les vaccins conjugués comme Prevnar, raison pour laquelle on est obligé d'attendre un certain délai pour pouvoir revacciner. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut vacciner tout le monde à partir de 65 ans et qu'on vaccine après, on respecte un délai en fonction de l'antériorité de la vaccination contre le pneumocoque. Si c'était un Pneumovax ou Prevnar 13 seul, on attend 1 an, et s'il y a une séquence, on attend 5 ans après la dernière injection de Pneumovax. Donc le vaccin peut être co-administré avec les vaccins de la grippe saisonnière, et puis on ne recommande pas de seconde injection. Il n'y a pas de rappel pour ce vaccin pour l'instant en l'état actuel des connaissances. Et puis si on va vraiment un peu plus dans la pratique, on a des contre-indications, petites fautes là, qui sont l'allergie, l'hypersensibilité à un composé, puis à la toxine diphthérique qui est contenue dans le vaccin. C'est un vaccin qui se conserve au frais, mais qu'on peut utiliser dans les 96 heures s'il est à température ambiante. Et c'est une voie d'administration intramusculaire uniquement parce que c'est un vaccin conjugué et qu'il est conjugué avec des sels d'aluminium et qu'il convient donc d'insérer plus profondément dans le tissu musculaire. C'est
ces composés, ces adjuvants pour améliorer d'une part l'efficacité, pour limiter l'accumulation de ces adjuvants au niveau sous-cutané ou intradermique. Il coûte 60 €, il est remboursé par l'assurance maladie. Alors, j'ai juste fait un petit rappel sur l'anticoagulation qui concerne quand même beaucoup de vos patients. Vous vous souvenez certainement, hein, pour les vaccinations Covid, hein, on a quand même beaucoup donné de recommandations, hein. On peut bien évidemment vacciner des patients sous anticoagulants. Là, je vous ai rappelé quelques principes qu'il faut respecter. Donc, bien sûr, sous avis médical. Et puis, c'est toujours pareil, hein, il faut aussi une forte volonté et motivation. L'anticoagulation n'est pas en soi une contre-indication à la vaccination par voie intramusculaire. Euh, J'enchaîne sur le vaccin contre le zona. Ouais, je me dépêche un petit peu. Donc, le zona, donc c'est une récurrence de la varicelle. Donc, il faut avoir fait la varicelle dans son enfance, qui est généralement une maladie infantile bénigne, pour faire du zona quand on est plus âgé. Et c'est la forme du virus en forme quiescente dans les racines nerveuses, hein, qui va rester comme ça à l'état dormant, on va dire, et qui va se réveiller à la facteur de l'immunité qui va soit vieillir avec l'âge, soit de fait du iatrogénie ou d'idiopathie, d'immunodépression liée à des pathologies ou des transplantations, des greffes de cellules, des cancers ou des chimiothérapies. Bref, cette récurrence de virus à varicelle zona va créer, hein, typiquement, hein, on a cette plaque assez facile à diagnostiquer sur le plan clinique, puisqu'elle va respecter le métamère neurologique qui en fait la répartition de l'éruption et des douleurs. Et puis, on va avoir des complications souvent à type de ce qu'on appelle les névralgies, des douleurs post-zostériennes. Alors, la couverture contre le zona, bon, c'est encore, voilà, moins c'est clair. Personne n'est vacciné contre le zona. Bon, c'est vrai que c'est un vaccin qui avait été d'abord vivant atténué, développé il y a très récemment. Donc, effectivement, la couverture vaccinale est quasiment nulle. Alors, qu'est-ce qui change avec ce vaccin, nouveau vaccin, qui est un vaccin aussi conjugué? C'est qu'il est très efficace, notamment sur la couverture vaccinale des personnes plus âgées. Donc, vous savez que c'est vrai que l'immunité s'altère avec l'âge, que de fait, la réponse vaccinale est moins bonne quand on est plus âgé que quand on est plus jeune. Et avec ces vaccins-là, on a quand même une très bonne efficacité chez les personnes plus âgées, donc ce qui le rend très intéressant. Vous voyez les efficacités sur les récurrences de zona, hein, qui vont au-delà de 97% pour les moins de 70 ans, mais quand même 91% pour les plus de 70 ans. Et les douleurs, hein, post-zostériennes qui sont quand même extrêmement pénibles pour les patients, bah, ça protège, hein, contre quasiment 100% des personnes vaccinées en dessous de 70 ans et jusqu'à 70% pour les plus de 80 ans. Petite attention particulière, hein, sur le délai à respecter entre la vaccination et un épisode de zona. Il faut attendre un mois, un an. Et petite attention aussi sur les zonas ophtalmiques, où là, il faut demander un avis médical spécialisé. On a eu quelques recrudescences d'atteintes ophtalmiques après vaccination. Donc, c'est bien de faire valider dans cette indication-là la vaccination pour le zona. Ce qui est très important en vaccination, c'est de ne pas minimiser les effets secondaires, ni avant, quand on propose la vaccination, ni après. Et vous voyez que ce vaccin contre le zona, il en a. Même si ces effets secondaires guérissent sans séquelles, ils sont quand même fréquents et voilà, ils peuvent être importants, type de douleurs musculaires, de fatigue, de maux de tête. Et ils sont majorés quand on administre avec un vaccin contre la Covid, par exemple. Avec, vous voyez, ça double un peu les 64%, c'est énorme, hein. Donc, il y a 2 tiers des patients qui vont faire des douleurs musculaires, il y en a une moitié qui vont être fatigués, plus d'un tiers qui vont présenter des maux de tête. Et ça, je crois que c'est très important de le dire avant la vaccination, de ne pas le minimiser, de bien l'expliquer. Ça permet déjà, quand ça survient,
le patient accepte mieux. Il faut bien sûr après l'accompagner par un traitement symptomatique. Et c'est important voilà, de pas l'ignorer, de bien informer les patients et les familles que c'est quand même un vaccin qui va être pourvoyeur d'un certain nombre d'effets qui vont très rapidement, bien sûr, guérir, disparaître sans séquelles. Donc en pratique, donc c'est la prévention du zona et des névralgies post-zostériennes chez les adultes de plus de 65 ans et plus, et chez les immunodéprimés, bien sûr, qui ont sans condition d'âge. La vaccination, donc le vaccin, c'est le Shingrix. Euh, donc, on vaccine effectivement ceux qui ont eu un antécédent de zona ou de vaccination par l'ancien vaccin Zostavax, qui était le vaccin vision atténué, qui n'est plus disponible aujourd'hui. Donc, c'est un schéma en 2 doses de 0,5 ml chacune, avec une dose initiale suivie d'une seconde dose administrée 2 mois plus tard. On peut aller jusqu'à 6 mois si on a oublié de faire le rappel dans les temps. La contre-indication, c'est comme d'habitude. C'est toujours une administration intramusculaire puisque ça reste un vaccin conjugué, donc de préférence toujours dans le muscle deltoïde avec une conservation au frais. Voilà, pour finir, c'est donc voilà, des vaccins très intéressants. Là, on a des vaccins contre le pneumocoque. Il y a un réel enjeu de gravité de la maladie, d'hospitalisation, de passage en réanimation qui peut être prévenu par cette vaccination. Et donc ça, c'est quand même très important au vu de la fréquence de ces infections chez les personnes plus fragiles, à un âge plus avancé. Pour le vaccin Shingrix, on est plus sur des symptômes qui peuvent être extrêmement invalidants, douloureux, mais voilà, il y a un moindre enjeu en termes d'hospitalisation et de pronostic vital. Mais les 2 vaccinations sont tout à fait intéressantes. Elles ne vont pas avoir une couverture, comme vous le voyez, comme vous l'avez vu, totale chez toutes les personnes. Donc, ça nécessite toujours d'être assez attentif sur le dépistage et les soins qu'on peut apporter aux patients. Et puis, sur tout ce qui est transmission respiratoire, comme le pneumocoque, c'est bien toujours encore la prévention des gestes barrières, le respect des règles d'hygiène, masque, hygiène des mains, qui fait partie intégrante de cette stratégie. Tout se tient, on ne fait pas de la vaccination sans le reste. Tout ça doit amener à une cohérence dans l'organisation des soins qui doit comprendre toutes ces composantes. On doit faire preuve de transparence, surtout sur les effets secondaires, donc bien informer les patients, les familles. Et puis, j'aime bien aussi dire que ce n'est pas seulement un sport de combat, la promotion de la vaccination, mais c'est aussi un sport collectif. Il faut embarquer tout le monde, les soignants, les médecins, l'administration, la direction, les familles, les patients, bien évidemment, pour essayer de convaincre et d'avancer tous ensemble pour essayer d'augmenter au mieux la couverture vaccinale des résidents et de nous-mêmes aussi, soignants et citoyens. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons eu 2 cas de zona de résidents très douloureux malgré des traitements. Que conseillez-vous? Alors, c'est effectivement le problème de ces douleurs. Les douleurs post-zostériennes, elles sont difficiles à traiter. Mais là, vous pouvez peut-être prendre des contacts avec des spécialistes de la douleur plutôt que de faire des choses, je dirais, tout seul dans votre coin. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir des consultations avec des algologues. Je voulais juste rajouter un petit point parce qu'on arrive à la fin de la webconf. Il y a eu un papier qui est paru dans Nature et un autre qui est paru dans JAMA sur l'ancien vaccin, le Zostavax, mais qui montrait un lien entre la vaccination et l'apparition de troubles neurocognitifs majeurs dans les 7 ans qui suivaient la vaccination. Et donc, il y avait un lien chez les gens donc, vaccinés ils avaient moins donc, de troubles neurocognitifs majeurs de façon très statistiquement significative. Et donc, l'idée
l'hypothèse physiopathologique, c'est que c'est des vaccins c'est des virus, c'est un virus qui reste bien sûr présent dans le système nerveux central et qui peut faire des réactivations à minima et du coup entretenir notamment l'aspect micro-inflammatoire et neuro-inflammatoire de la cascade qui produit les troubles neurocognitifs. Donc c'est un point important parce que dans nos populations, la question de la prévention neurologique, c'est pas une question complètement nulle, entre guillemets. Je pense que c'est important aussi d'avoir ça en tête. Alors, on n'a pas les mêmes niveaux de preuve avec ce nouveau vaccin, puisqu'on n'a pas le même recul, mais je dirais, on n'a pas non plus de raison de penser que ça ne va pas se passer. Donc a priori, ça peut être intéressant de mobiliser aussi cette littérature-là auprès des personnes. Et puis, pour redire que ben, nous devons aussi un peu donner l'exemple. Moi, j'étais hier à un mémoire d'IPA qui avait fait une prévalence de la vaccination dans différents EHPAD. Et donc, autant c'était la grippe, hein, mais autant le vaccin contre la grippe, il y avait 80% des résidents qui étaient vaccinés, autant il y avait 30% des soignants. Donc, bon, il y a encore du travail. Je passe la parole à Mme Roxelle. Merci beaucoup. J'avais 2 questions à 2 titres. Alors, non, médecin codépate, c'est vrai que moi j'aime bien profiter de l'été là, pour m'occuper du pneumocoque et des autres vaccins entre 2 campagnes Covid ou grippe. Là. Monsieur Chaplin, est-ce qu'il y a la possibilité que vous nous passiez en PDF votre présentation? Moi j'ai une commission de coordination gériatrique. Je pourrais la passer aux médecins qui interviennent et aux infirmiers aussi, parce qu'il y a souvent des échanges, si ça ne vous embête pas. Non, bon, au contraire, c'est fait pour ce qu'on a prévu. Parce qu'à un moment, vous faisiez des webconf aussi avec les médecins généralistes, mais je ne sais pas si sur le sujet en ce moment, il n'y en a pas particulièrement. Donc, ça peut aussi les resensibiliser avec les données nouvelles. Là, je trouve que c'est assez intéressant si ça vous pose pas de problème. Non, c'est fait pour ça. Hein, c'est vraiment à partager. Hein. Merci beaucoup. Et la deuxième question, elle est en tant que maman de 2 jeunes adultes. Là, pour le méningo AWCY, là, bon, les miens, comme c'est des jeunes adultes, ils n'ont pas eu les injections initiales. Le rattrapage, c'est une dose ou c'est 2 injections à 1 mois d'intervalle? Une seule dose? Une seule, ok. Très bien. J'aime bien faire ça parce que je suis sûr qu'il y a toujours des mamans et des papas dans l'auditoire, donc ça permet un peu de faire passer des messages. J'en avais fait une, mais je voulais être sûre qu'il n'y en avait pas une deuxième. Je vois que ça a bien marché. Ouais, très bien. Merci beaucoup. Merci, Gaël. Merci Jean-Marc, que j'ai été intéressé par 2 éléments. C'est que le pneumocoque va entraîner un déclin fonctionnel et que je pense que dans nos EHPAD, j'aime toujours dire que moi, c'est pas un jour de plus, mais un jour de mieux. Et que c'est-à-dire que même si je meurs pas, parce que j'irai pas en réanimation, donc à 88 ans en GR2 en EHPAD, donc si j'ai la maladie, même si elle n'a pas un critère de gravité majeur, j'entraînerai un déclin fonctionnel avec une baisse de mon autonomie et donc une qualité de vie qui sera altérée. Et la qualité de vie avec donc un zona, donc 30% de personnes qui vont présenter des douleurs post-stériennes et comment on voit dans les questions posées pour lesquelles on sera en grande difficulté pour trouver des traitements supportés par nos résidents. Donc on est quand même là pour l'apporter du mieux, même si on ne leur apportera pas un jour de plus, quoi. Et que là, on a une preuve qu'on peut vraiment améliorer la qualité de vie avec un geste simple qui est une seule injection. Merci encore. Ouais. Oui, puis c'est vrai que Dominique, là, sur il y a des études qui restent très confidentielles, mais la participation des virus herpétiques dont fait partie la varicelle zona, hein, dans notamment accidents vasculaires cérébraux, a quand même été décrit. Donc, il n'est pas complètement aberrant de penser qu'effectivement, en se protégeant aussi de ça, ça puisse effectivement avoir un autre effet bénéfique préventif. Mais je suis d'accord, on n'a pas suffisamment d'évidence, mais il y a quand même quelques descriptions quand même de participation du VZV dans les accidents vasculaires cérébraux. Hein. Ouais, il y a un papier là aussi sur HSV, par contre, sur les événements cardiovasculaires tout confondus, qui est paru dans le PMJ il n'y a pas longtemps. Ok, et ben écoutez, il est l'heure, donc on va pouvoir je
nous saluer pour l'été. Et donc, comme ça a été signalé, Jean-Marc, je pense que tu pourras envoyer au CAPS Je le fais tout de suite là. le diaporama, comme ça, on pourra le mettre, le CAPS pourra le transmettre aux personnes qui le souhaitent avec le compte rendu, avec la vidéo, le lien pour la vidéo de la webconf, comme on le fait d'habitude. Voilà. Et donc, à la rentrée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.